messieurs les responsables des services de sécurité, de l'armée, des services civils, chers amis, permettez-moi tout d'abord de vous remercier très chaleureusement de m'avoir invité à m'adresser à vous et d'avoir pris l'initiative d'organiser ce colloque international sur la lutte contre le terrorisme et spécialement l'approche mauritanienne. J'ai remarqué, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de voir tout le monde, combien vous étiez parvenus à réunir des experts de très grande qualité de la région, mais aussi d'autres parties du monde, et je m'en réjouis beaucoup. J'y vois là une preuve supplémentaire de la détermination et de l'engagement sans faille de la Mauritanie à se mobiliser contre le terrorisme, à le prévenir et à le combattre. Du reste, les forces de sécurité intérieure de Mauritanie ont de ce fait payé un lourd tribut à ce combat. Je suis vraiment content d'être de retour. La dernière fois que j'étais en Mauritanie, c'était également dans le cadre d'un séminaire qui réfléchissait déjà au terrorisme. Et je me réjouis du dynamisme de cet institut mauritanien des études stratégiques. Étant moi-même professeur d'université, je me réjouis qu'il y ait du débat, qu'il y ait des points de vue différents qui s'expriment sur ce difficile sujet. Votre conférence vient, c'est un euphémisme, tout à fait à son heure. Clair que les événements récents au Mali conduisent à rendre le sujet encore plus actuel et à mobiliser, cristalliser les énergies. Alors, comme on m'avait donné 15 minutes, 20 minutes, je vais essayer de limiter mon propos à trois sujets. Dire un mot de l'approche européenne vis-à-vis de la région, vis-à-vis du Sahel. Évoquer quelques défis, mais l'orateur précédent les a extrêmement bien développés, quelques défis auxquels la Mauritanie est confrontée et à l'égard desquels nous souhaitons, nous sommes déjà actifs, mais encore plus, vous aider à les relever et enfin dire un mot de la dimension régionale que le colonel Brahim Valchebani a évoquée et qui est tout à fait importante. D'abord, la stratégie de l'Union européenne dans la région sahélienne, sahélienne, et du reste comme l'approche mauritanienne globale. Nous avons cherché à travailler sur l'ensemble des aspects, la dimension diplomatique, le développement qui est essentiel, la sécurité, la promotion de l'état de droit et la prévention de l'extrémisme violent. C'est un exercice que nous avons commencé. Vous avez dit que la Mauritanie avait beaucoup anticipé les événements, d'une certaine manière l'Union européenne également. Puisqu'il y a plus de 4 ans, 5 ans, avec un de mes collègues qui était en charge du développement de la région à l'époque, Manuel López Blanco, nous avons cherché à essayer pour la première fois, et c'est vraiment la première fois que nous sommes parvenus à le faire dans l'Union européenne, à proposer à la région une stratégie réellement intégrée sécurité et développement. Vous avez dit que ce n'est pas très original, tout le monde convient qu'il n'y a pas de sécurité, qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Il est de plus en plus difficile, voire impossible, aux travailleurs du développement d'être présents. C'était dans le cadre du Nord Mali, dans certaines autres parties du Sahel. Et nous sommes à l'inverse, c'est de plus en plus banal de le dire, mais c'est toujours aussi vrai, il n'y a pas de sécurité durable sans un authentique développement. Vous allez me dire, c'est banal de le dire, mais à Bruxelles, dans la bureaucratie bruxelloise, arriver à mettre autour de la table les collègues qui font du développement et les collègues qui encouragent au développement de la sécurité, c'était tout à fait nouveau. Arriver à convaincre les collèges en charge du développement qu'on pourrait investir les montants très importants que l'Union européenne consacre au développement dans le monde, et après tout, je crois que nous continuons de donner à peu près 56% de l'aide au développement au plan mondial, de considérer qu'une partie de ces investissements doivent se faire dans le domaine de la sécurité humaine, au sens large, c'était vraiment très nouveau. Donc une petite révolution conceptuelle. Ce qui m'amène à dire d'ailleurs que, en dépit de ce qui s'est passé au Mali, récemment, je pense que notre stratégie Sahel reste intellectuellement tout à fait valable. Elle doit certes être sans doute adaptée à la marge, mais je pense que dans son principe et dans ses différents axes, elle reste tout à fait valable. Ce qu'on peut sans doute dire,
c'est que nous aurions dû sans doute l'exécuter plus vite, plus fort et avec plus de dynamisme. Et dans cette mesure-là, l'intervention de la France aux côtés de l'armée malienne, et maintenant avec les forces de la CEDEAO, au fond, c'est une excellente nouvelle. Non seulement parce que ça permet à l'État malien de reprendre pied sur 2/3 de son territoire, de se redéployer dans le Nord, non seulement parce que cela a permis d'éviter ce qui semblait devenir rapidement un deuxième coup d'État, mais aussi parce que ça va permettre de cristalliser les énergies de l'ensemble des acteurs dans la région. Et pour cela, l'Union européenne soutient sans réserve l'intervention de la France. Nous avons commencé, il y a 2-3 ans, à développer des actions de soutien dans le domaine de la sécurité et du développement. Nous sommes évidemment présents depuis de nombreuses années aux côtés des États de la région pour qu'ils puissent se développer. Alors, nous allons essayer de mobiliser la palette complète des moyens dont dispose l'Union européenne, qu'il s'agisse des missions civiles de gestion de crise, et nous avons entamé une mission au Niger, que nous appelons ECAP Niger, avec à peu près une quarantaine d'experts européens pour soutenir les autorités du Niger à réformer leur système de sécurité. Nous sommes sur le point de concrétiser une mission de gestion civile militaire des crises avec le lancement de IUTM Mali afin d'aider à la reconstruction de l'armée malienne. Nous avons déjà, il y a plus de 2-3 ans, déployé des experts dans les 3 pays, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au travers d'un programme que nous appelons City Sahel, pour offrir de l'expertise, de la formation, des équipements aux 3 pays du champ, et bâtir, ce dont je parlerai tout à l'heure, un projet auquel je tiens personnellement beaucoup, qui est la création d'un collège sahélo-saharien de sécurité, qui a d'ailleurs été inauguré, je crois, en septembre de l'année passée, à Niamey, et qui est appelé, à mon avis, à constituer une plateforme exceptionnelle dans la région pour développer non seulement la formation, mais même la réflexion de stratégie commune. La Mauritanie doit incessamment désigner ses représentants au conseil d'administration, ses représentants au comité scientifique du collège sahélo-saharien de sécurité. La Mauritanie, je pense, aura la présidence du reste du collège en septembre 2013. Des colloques sur la gestion de crise vont être lancés. Je développerai ça, c'est à mon avis un lieu qui est appelé à devenir extrêmement actif en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. J'étais la semaine dernière avec plusieurs collègues de tous les services compétents en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et de développement à Bamako, et nous avons essayé d'offrir au gouvernement malien un paquet en termes de développement et de sécurité. Je vous en évoquer quelques éléments parce qu'ils rejoignent très fort ce que vous avez dit, ce que l'orateur précédent a dit en matière d'approche mauritanienne. Sécuriser Bamako, on peut s'attendre effectivement, on l'a vu ces derniers jours malheureusement à Gao, des attentats suicides, on peut s'attendre à ce que, recours aux techniques asymétriques, il y ait des attentats non seulement au Mali malheureusement et peut-être dans la région. Sécuriser l'aéroport, et c'est une des préoccupations de l'Union européenne, c'est s'assurer que dans l'ensemble de la région, au Niger, au Mali, en Mauritanie, toutes les mesures soient prises dans l'aéroport et autour de l'aéroport pour assurer sa sécurité. Développer l'approche judiciaire, j'y viendrai dans un instant. Lutter contre l'impunité en créant à Bamako, comme vous l'avez fait, en Mauritanie, un pôle spécialisé qui centralise les poursuites avec des magistrats spécialisés, des enquêteurs spécialisés. Redéployer l'État au nord du pays et de faire en sorte que, au fur et à mesure de la reconquête du Nord, l'armée puisse être accompagnée des services civils de base, de sorte que très vite la population puisse voir le bénéfice de ce changement, que l'on puisse sécuriser les villes, que l'on puisse sécuriser les frontières et qu'on apporte ce renfort civil dont la population a bien besoin. Quatrième élément, et qui est particulier à la situation au Mali,
Je pense qu'il y a des besoins de restructurer en profondeur les forces de sécurité, la police, la gendarmerie, la garde nationale, d'améliorer le partage des renseignements et de développer la coopération internationale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et enfin, la prévention du radicalisme violent. Vous avez, j'ai trouvé ça particulièrement pertinent, insisté sur la communication. Dans l'opération au Mali, c'est quelque chose que j'ai discuté en détail avec non seulement les autorités militaires, mais les autorités des services des sécurités civiles, l'importance de la communication. Expliquer d'une part, en termes de contre-narratif, bien montrer la dérive mafieuse, la dérive criminelle des organisations terroristes, mais aussi bien expliquer à la population quel était ce qui se passait, quel était l'objectif et comment les choses se développent. Travailler dans les prisons, essayer le plus possible d'enrichir le curriculum d'études dans les écoles coraniques qui se sont développées, en partie parce que l'État n'était pas capable de fournir l'éducation, développer la justice transitionnelle et promouvoir, je pense que c'est tout à fait crucial et essentiel très vite, la médiation et la réconciliation nationale. Alors, j'en viens à mon deuxième point. Quels sont certains des défis auxquels la Mauritanie est confrontée et comment l'Union européenne peut-elle, sur la base de son expérience, vous aider à les relever? Je ne vais pas aborder tous les aspects, vous avez parlé de la prévention du financement et la lutte pour le financement du terrorisme, c'est un sujet en soi. Je vais évoquer 4 ou 5 aspects. Le premier, et cela m'a beaucoup frappé en vous écoutant, c'est l'importance de disposer d'une vision, d'une stratégie. C'est quelque chose que nous avons en Europe mis un petit peu de temps, nous-mêmes, à développer. Après le 11 septembre 2001, notre première réaction, très honnêtement, c'était une réaction sécuritaire. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le sécuritaire est souvent plus facile à penser. Et 4 ans après le 11 septembre, enfin, nous avons fait l'effort de nous doter d'une vision, d'une stratégie, mais une stratégie globale que vous avez évoquée. C'est-à-dire qu'elle cherche à non seulement investir dans la prévention, dans la protection des frontières, protection des infrastructures critiques, protection des transports, développement de la recherche en matière de sécurité. Troisième élément, c'est de, bien sûr, améliorer le fonctionnement de la police, de la justice pénale. Et quatrième élément, c'est d'être capable de réagir si malheureusement on n'est pas parvenu à empêcher la commission d'un attentat terroriste. Et surtout de ce que les Britanniques appellent développer la résilience du système. Plus le système est résilient, plus il est capable d'amortir un choc, un attentat terroriste, moins il faudra développer des dispositifs d'exception. Donc c'est extrêmement important et je me réjouis, j'ai lu avec grand intérêt la stratégie qui a été formellement adoptée en avril 2012, que vous avez extrêmement bien décrite, qui évoque l'aspect juridique, l'aspect politique, l'aspect sécuritaire. Pourquoi c'est important? C'est important, je pense, au moins à 2 égards. Le premier, c'est que ça permet d'équilibrer l'approche et de ne pas la centrer uniquement sur le répressif, parce qu'on sait bien de notre expérience, malheureusement en Europe, depuis le début des années 70, mais c'est même plus ancien, qu'on ne vient pas à bout du terrorisme simplement avec une réponse répressive. Mais l'autre aspect, et je le sens bien en Europe, c'est que disposer d'une vision, d'une stratégie, permet une mise en œuvre, je dirais, continue, équilibrée et sans à-coups des différentes mesures qui doivent être prises. Une des caractéristiques du terrorisme, en tout cas en Europe, c'est que malheureusement nous surréagissons au lendemain d'un attentat terroriste. Et donc nous prenons souvent des mesures que nous n'aurions pas prises s'il n'y avait pas eu cet attentat terroriste. Et donc pour éviter ces à-coups, c'est-à-dire ces surréactions, ou bien ce manque d'intérêt lorsqu'il n'y a plus de menace, plus d'attentats, ce que je ressens souvent au Parlement européen, c'est de dire, mais écoutez, il n'y a plus d'attentats en Europe, pourquoi devrait-on encore investir dans la prévention et la lutte contre le terrorisme? C'est précisément d'avoir cette stratégie et de veiller à sa mise en œuvre sereine, équilibrée et continue. Donc premier aspect, et là, à cet égard, la Mauritanie s'est dotée d'une stratégie, d'une vision, et je m'en réjouis beaucoup. Deuxième aspect, vous l'avez indiqué par moment, c'est le rôle crucial du renseignement, de l'information, la collecte, le partage, l'analyse du renseignement.
Si vous vous souvenez, je dirais peut-être de la première et la principale leçon des attentats du 11 septembre aux États-Unis, le rapport, il y a un énorme rapport qui a été produit, c'est ce fameux problème de connecting the dots. C'est de mettre en lien des informations que la police, que les douanes, que la police des frontières, que la gendarmerie, que l'armée avaient, mais que l'on n'avait pas croisé, que l'on n'avait pas relié. Connecting the dots, connect the dots. Et il faut dire honnêtement qu'avant le 11 septembre, en Europe, nous ne relions pas les données éparses dans le domaine du renseignement et de la police suffisamment. Et donc nous avons entrepris en Europe tout un processus de partage des renseignements en créant notamment des centres de fusion. La plupart de nos États membres, plus de la moitié, pas encore tous, se sont dotés d'une agence ou d'un service commun de partage du renseignement. Il y a même des pays comme mon pays qui a prévu des sanctions pénales à l'encontre des responsables des services de sécurité qui ne partageaient pas 100% de leurs informations, ce qui est absolument extraordinaire. Renseignements, police, douane, tous les responsables de la sécurité sont, sous peine de sanctions pénales, tenus de partager la totalité des renseignements dont ils disposent. Et nous avons cherché en Europe à créer un réseau de centres de fusion, qui s'appelle le groupe de Madrid, qui, à côté des différents autres réseaux, le réseau des services de renseignement, les réseaux policiers, cherche précisément à avoir la meilleure synthèse stratégique, mais aussi l'exploitation tactique de ce renseignement, de ces petits éléments, de ces petites dots qu'il convient de mettre bout à bout. Un des sujets, je ne l'évoque pas maintenant, mais qui nous a beaucoup mobilisés ces dernières années, c'est effectivement la question de la transformation du renseignement en preuve judiciaire. Vous savez que souvent, les services de renseignement, à travers des méthodes particulières, d'interception, d'agences de couverture, collectent des informations et ne souhaitent pas que ces informations soient nécessairement révélées comme telles, ou en tout cas la manière dont ils ont été collectées soit révélée. Et donc ça pose un problème technique. Nos États membres ont développé à cet égard, je pense, des solutions originales. Troisième aspect, auquel je tiens personnellement beaucoup, je dirais que c'est un peu la marque de l'Union européenne, c'est d'insister sur la dimension et l'objectif essentiellement judiciaire de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme, il faut le répéter, est un crime odieux, mais un crime qu'il convient de combattre selon les méthodes classiques du droit pénal. Il n'y a pas lieu d'inventer un droit pénal d'exception, des juridictions d'exception, des modes de fonctionnement des autorités de sécurité d'exception. Je pense qu'on doit certes adapter l'outil, mais le droit pénal fournit les réponses efficaces. Pourquoi c'est important? C'est important parce qu'on doit ça pour des raisons de justice, pour les victimes, pour la société, parce qu'à travers la victime, c'est la société qui est visée. Mais je dirais même en termes de contre-narratif, de communication, comme vous l'avez dit. Je dis souvent, vous n'entendrez pratiquement jamais Al-Zawahiri parler des auteurs de l'attentat de Madrid, qui ont été condamnés au terme d'un procès équitable. Ils ont eu droit à un avocat, ils ont eu droit au contradictoire. Certains ont été relâchés parce que les preuves étaient insuffisantes, d'autres ont été condamnés. Et le message est fort, ils ont été traités comme les odieux criminels qu'ils sont, comme des assassins. En revanche, vous entendrez beaucoup plus dans la propagande d'Al-Qaïda parler des combattants de Guantanamo. Et je dirais que d'une certaine manière, c'est pas par hasard, parce que c'est peut-être plus attractif dans le discours, et donc mettre en avant la dimension judiciaire, c'est certainement contribuer à déglamoriser ce qui peut malheureusement apparaître attractif pour certains de nos jeunes. Et donc je pense que c'est très important. Je suis conscient, et de plus en plus conscient, que pour des raisons de géographie que vous avez bien expliquées, pour des raisons d'acuité, les autorités militaires sont amenées à se déployer et à mobiliser leurs ressources, et c'est bien ainsi. Et donc là, il y a un champ de réflexion à avoir sur l'utilisation des forces armées à des fins militaires ou à des fins civiles. Et en grande partie, l'armée en Mauritanie exerce des fonctions civiles de police. Et donc, c'est aussi une réflexion que nous avons commencé à avoir au Mali. L'armée est déployée dans le nord du pays. Il est très important qu'elle soit formée à recueillir le renseignement, qu'elle travaille étroitement avec les forces civiles de sécurité intérieure, la gendarmerie, la police, de sorte que
l'objectif à terme soit de pouvoir traduire les membres des organisations terroristes en justice. C'est important de montrer que le terrorisme ne reste pas impuni. Malheureusement, beaucoup d'États dans le monde qui sont confrontés sérieusement au terrorisme ont je dirais, un taux de condamnation qui est tout à fait insuffisant. Et donc, ça nous paraît très important de développer cet aspect-là, et notamment de veiller à ce que, lorsque les forces armées, comme c'est le cas au Mali, sont amenées à exercer une responsabilité très importante dans ce domaine, ça puisse se faire avec cet objectif-là aussi. Ça suppose quoi? Je ne vais pas entrer dans le détail, vous l'avez bien expliqué, des lois adaptées, du droit matériel, du droit procédural adapté et qui évolue. En Europe, nous avons changé 2 fois, enrichi 2 fois notre définition du terrorisme. Et je plaide aujourd'hui à Bruxelles pour qu'on modifie une 3e fois la définition du terrorisme. Nous l'avons modifiée pour inclure le recrutement, pour inclure la formation et pour inclure la provocation publique, l'utilisation notamment d'Internet aux fins de radicalisation. Je pense qu'en Europe, nous serions bien inspirés, comme la France vient de le faire, d'ajouter dans la définition le fait de quitter son pays pour se rendre vers un lieu de djihad, pour y combattre ou pour y être entraîné. Vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé en France avec l'affaire Mera. Les Français se sont rendus compte qu'un Français qui se rend au Pakistan, qui se rend au Yémen, le droit pénal français ne permettait pas d'incriminer comme tel le fait d'aller pour le djihad, s'entraîner dans un de ces hotspots. Et donc je pense que ça c'est très important. Important de former les policiers à ces enquêtes particulières, de former les magistrats à la collecte des preuves. Beaucoup trop d'États ont encore un droit pénal qui fonctionne sur la base de la confession et pas sur la base du recueil solide des preuves. Et donc quelque chose que nous faisons de plus en plus dans l'Union européenne, c'est d'aider les États tiers à développer la police scientifique et technique, parce que être capable de construire, de recueillir des preuves solides est tout à fait important. Et enfin, bien sûr, un système carcéral qui soit adapté, mais pas simple. Le Mali va être confronté à cette question, dans la mesure où de nombreux prisonniers risquent de devoir être mis en prison rapidement, et respectueux des droits de l'homme. Et à cet égard-là, je salue effectivement le travail de la Mauritanie ces dernières années, tendant à créer un pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme. 4e défi, vous l'avez bien aussi montré, je trouvais que c'était extrêmement bien montré dans votre exposé, l'importance de la prévention de l'extrémisme violent. C'est peut-être des 4 aspects de notre stratégie dans l'Union européenne, prévention, protection, poursuite et réponse, le plus complexe à comprendre et le plus complexe à combattre. Les facteurs qui contribuent un jeune à se radicaliser et à basculer dans la violence sont en effet multiples. Ils varient d'une personne à l'autre. Nous avons fait l'effort d'essayer de les synthétiser autour de 3 axes, des facteurs qui facilitent, des facteurs qui motivent et des facteurs structurels. Ce n'est pas le lieu d'entrer dans ce détail, mais dans les facteurs qui facilitent, nous savons qu'il y a des incubateurs de radicalisation, les prisons, je l'ai évoqué, Internet. Internet est peut-être de plus en plus en Europe un des facteurs les plus importants de radicalisation. Le fait de partir faire le djihad contribue effectivement. Le rôle de certains prédicateurs radicaux. Parmi les facteurs qui motivent, et vous l'avez bien montré dans votre exposé, c'est l'idéologie, le détournement de l'islam à des fins criminelles. Et les facteurs structurels, il faut l'admettre, ce ne sont pas des facteurs qui en soi expliquent, justifient, motivent ou sont suffisants, mais ils peuvent jouer un rôle. C'est en tout cas des éléments sur lesquels il faut travailler, la pauvreté, la discrimination, le sentiment d'aliénation notamment. Notre expérience en Europe, et nous sommes un peu au début de cette politique de prévention, c'est d'abord que la réponse ne peut pas venir que des seuls pouvoirs publics. Il est clair qu'il faut mobiliser les communautés, la société civile, comme vous l'avez fait, les organisations religieuses, le secteur privé. L'autre leçon de ces quelques années, c'est effectivement que ce travail doit se faire au plus près des communautés et des personnes vulnérables. Travailler avec les policiers de terrain,
travailler avec les gardiens de prison, travailler avec les travailleurs sociaux, travailler aussi avec les professionnels de la santé, de sorte que si on les forme adéquatement, ils puissent détecter le plus vite possible des signes de radicalisation. Nous avons cherché à essayer de collecter les meilleures pratiques en Europe pour développer notre vision et notre politique en matière de prévention. Et je pense que dans les mois à venir, la Commission européenne va saisir le Conseil d'une politique particulière en la matière. Je salue ici le caractère précurseur de la Mauritanie, le travail que vous avez entamé à cet égard avec les organisations religieuses, avec les oulémas, le secrétaire général était présent tout à l'heure. C'est un travail absolument remarquable. Nous avons, à la délégation, eu l'occasion de faire quelques séminaires de réflexion sur cette question pour essayer d'affiner des projets pour lesquels nous pourrions soutenir vos efforts, notamment des projets destinés à travailler avec les leaders religieux, les intellectuels, pour démonter l'idéologie d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Nous n'avons absolument pas, et nous souhaitons absolument pas, entrer dans une discussion théologique. Ce n'est pas le rôle des pouvoirs publics, ce n'est pas le rôle de l'Union européenne, mais nous pouvons favoriser ce débat. Vous avez parlé de radio, c'est une chose que j'essaie de promouvoir, notamment au Mali. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'association des radios libres du Mali, URTEL, plus de 300 radios. C'est de voir comment on pouvait améliorer la manière dont ce débat prend place. Travailler à l'amélioration, je l'ai dit par exemple, du curriculum des écoles coraniques. Mais aussi travailler sur les facteurs structurels pour essayer de trouver des réponses à ce sentiment de marginalisation, sur l'oisiveté des jeunes. Vous avez dit vous-même combien c'était un vrai sujet, l'absence d'emploi, une certaine radicalisation possible dans les camps de réfugiés, et vous avez effectivement été généreux en accueillant de nombreux réfugiés en provenance du Mali. Le problème de l'éducation est essentiel pour développer l'esprit critique et la violation des droits de l'homme. Cinquième défi, la gestion intégrée des frontières extérieures. Là aussi, vous avez fait des efforts considérables et l'Union européenne a cherché à appuyer vos efforts pour améliorer le contrôle aux frontières immenses que vous avez décrites, les postes frontières, non seulement physiques, mais aussi électroniques, et de faire en sorte que ce qui est contrôlé à la frontière soit bien mis en réseau avec les bases de données ici à Nouakchott et avec les bases de données internationales et notamment les bases de données Interpol. Il y a bien entendu tout un effort d'approche régionale, et j'y viens, ce sera mon dernier point, à développer en matière de frontières également. En Europe, nous avons eu l'occasion, à travers ce qu'on appelle l'espace Schengen, de réfléchir au rôle de la frontière. Et nous dire que s'il est important de muscler les contrôles aux frontières extérieures, il est tout aussi important de développer des mesures compensatoires. Nous avons supprimé en Europe les contrôles aux frontières intérieures, et parmi ces mesures compensatoires, c'est la mise sur pied de bases de données bien alimentées. Nous sommes en train d'encourager au développement de bases de données policières dans la région, un programme qu'on appelle WAPIS avec Interpol, West Africa Police Information System. Quelque chose qui était très efficace en Europe, c'est la création de commissariats communs aux frontières, communs aux pays des deux côtés. Parce que trop souvent, et ça m'a frappé en discutant avec la police, la gendarmerie et la garde nationale au Mali, l'information qui est collectée à la frontière est renvoyée par le Mali à Bamako. Et elle est renvoyée, sans doute, par la Mauritanie vers Nouakchott. Alors qu'il serait absolument indispensable que, des deux côtés de la frontière, on s'échange ces informations. Et donc, ces commissariats communs sont une méthode d'améliorer cet échange d'informations et puis renforcer la coopération policière, judiciaire, régionale. Ça m'amène à mon troisième point. Là aussi, vous avez à juste titre évoqué, et qui est crucial dans la région, qui est crucial partout dans le monde, mais il est particulièrement vrai ici dans la zone sahélienne, c'est la dimension régionale, l'architecture de sécurité dans la région. C'est banal de dire que
vu le caractère international du terrorisme et du trafic de drogue, il est essentiel de travailler au plan régional. Je salue les coopérations que vous avez cherché à nouer avec vos voisins. J'ai entendu parler d'une coopération avec le Sénégal qui s'ébauche, ce que vous avez fait les dernières années, notamment avec le Mali, avec les opérations conjointes. Mais il faut quand même reconnaître que beaucoup reste encore à faire. Vous avez évoqué l'initiative algérienne pour les 4 pays du champ de créer une espèce de centre de fusion du renseignement à Alger, l'UFL, une sorte de début d'état-major commun au CEMOC. Ils ne sont pas encore assez utilisés. C'est deux très bonnes idées, mais c'est deux très bonnes idées qui n'ont pas encore tout à fait montré leur performance. Et donc il va falloir investir dans cette affaire. Il y a le CAERT, situé à Alger, qui est un peu le centre non seulement d'études, mais d'évaluation de l'Union africaine. Il se développe pas à pas, il devrait accélérer le tempo, et je pense qu'il y a du potentiel, notamment l'idée de développer un mandat d'arrêt africain, comme nous avons développé en Europe un mandat d'arrêt européen. Pour ceux qui se souviennent de la situation en Europe il y a 20 ans, 30 ans, les États membres ne s'extradaient pas les terroristes ou pas assez rapidement. La Belgique n'extradait pas toujours les membres de l'ETA vers l'Espagne. Il a fallu 10 ans pour qu'un des auteurs des attentats du GIA à Paris, Rachid Ramda, 10 ans pour qu'il soit envoyé de Londres à Paris. 10 ans, rendez-vous. Il n'a fallu que 42 jours pour envoyer un des auteurs des attentats de Londres, de Rome, à Londres, donc un changement radical. Ce type d'approche est, à mon avis, quelque chose qu'il faudrait tester dans d'autres régions du monde. L'UNODC, l'agence de Vienne, cherche à mettre sur pied des réseaux, des plateformes de magistrats, des réseaux spécifiques pour les magistrats spécialisés dans la lutte contre la drogue. Je pense que ce sont des initiatives qu'il faut encourager. Et la CEDEAO, bien sûr, avec plusieurs projets dans le domaine de la lutte contre le trafic de drogue. Et donc, dans ce domaine-là, l'Union européenne sera à vos côtés. Tout ce que vous pourrez entreprendre pour développer cette architecture régionale, nous serons là pour vous aider à le faire. Nous avons une expérience, ça fait plus de 25-30 ans qu'en Europe, on cherche à mettre sur pied une architecture de sécurité intérieure. Nous avons créé des agences, Europol, Eurojust, des réseaux judiciaires, l'agence de contrôle des frontières Frontex, des concepts nouveaux. J'ai parlé du mandat d'arrêt européen, on pourrait évoquer le mandat d'obtention des preuves, une sorte de libre circulation des décisions judiciaires, le principe de disponibilité qui est proprement révolutionnaire. Si une information est disponible en France et accessible pour la police française, elle doit être accessible à la police belge, à la police luxembourgeoise, à la police allemande de la même manière. C'est un changement de paradigme considérable. Et soutenir donc toutes les initiatives régionales. Et je reviens à ce que j'ai dit en commençant, le collège sahélo-saharien de sécurité nous paraît être une initiative importante. Quand on disait à Jean Monnet, qui est le père de l'Union européenne, au fond, est-ce que vous recommenceriez de la même manière? Il avait répondu, je trouvais que c'était une belle réponse, non, je commencerai l'intégration européenne par la culture. Et je pense que l'idée d'avoir un collège régional où les jeunes officiers, les jeunes responsables de la police et de la gendarmerie, des pays du champ, voire au-delà des pays du champ, travaillent ensemble, sont formés ensemble, apprennent à se connaître, créent de la proximité, de la complicité, c'est la meilleure manière d'encourager la coopération régionale. Mais je ne me contenterai pas de la formation. Je pense qu'il faut aller au-delà, et c'est un lieu, je trouve, adéquat pour réfléchir à des tactiques et des stratégies communes entre les autorités militaires, entre les autorités policières et entre les autorités judiciaires. J'en arrive à ma conclusion. Vous avez dit, et c'était très net dans votre intervention, et il faut le saluer, la Mauritanie, d'abord très tôt, a pris conscience du danger. Très tôt, elle a sonné le signal d'alarme. Très tôt, elle s'est mobilisée. Très tôt, elle a pris elle-même l'initiative de développer une réponse stratégique. Ce n'est pas parce que nous vous l'avons demandé, ce n'est pas parce que les Nations Unies vous l'ont demandé, c'est parce que vous l'avez vous-même développé, et je dois le saluer franchement.
Je voudrais juste conclure pour vous dire que l'Union européenne n'a pas attendu aujourd'hui, nous vous soutenons dans cette entreprise et nous continuerons à vous soutenir et à vous aider à mettre en œuvre votre stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Nous le faisons dans différentes directions. Nous avons des programmes en cours sur les frontières, sur la justice, sur la sécurité et le développement, notamment vos actions de proximité dans les zones à risque qui sont tout à fait essentielles, sur la prévention des conflits et la promotion du dialogue culturel, interculturel. Nous avons un projet qui va se concrétiser d'ici peu pour aider les jeunes avec des infrastructures culturelles, des infrastructures sportives, très importantes, pour favoriser le dialogue interculturel et interreligieux, pour aider à la réinsertion des jeunes délinquants. Et nous avons ce programme sur le collège CLO Saharienne Sécurité et peut-être une extension de notre mission civile des crises ECAP qui est actuellement active au Niger, peut-être vers le Mali et la Mauritanie, si vous y trouvez l'intérêt, en plus de l'action de nos États membres qui sont là aussi très actifs. Voilà ce que je voulais présenter. Je vous remercie encore de m'avoir invité, vous féliciter de vos efforts et vous réitérer le soutien inconditionnel de l'Union européenne dans cette lutte, cette prévention et cette lutte contre le terrorisme. Merci beaucoup.